Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, salut Didier et bienvenue sur le podcast. Bonjour Simon. Alors, première question, qui es-tu, ton parcours? Je te laisse te présenter. Donc, Didier Cornel, 60 ans depuis quelques mois, et c'est dur. J'habite Bruxelles, donc plus exactement la célèbre municipalité de Molenbeek-Saint-Jean. Je travaille comme juriste dans une administration qui s'occupe de sécurité sociale, donc je suis belge. Et ma passion depuis déjà une quinzaine d'années maintenant, ce sont toutes les questions liées à la longévité et plus largement toutes les questions liées au transhumanisme. Après, dans mon parcours personnel, j'ai toujours été actif politiquement dans des mouvements, notamment dans des mouvements écologistes, dont je suis membre du Parti écolo en Belgique francophone et du parti Groen en Belgique néerlandophone, donc deux composantes du Parti vert européen. Et ma passion, on va dire, professionnelle pour le moment, c'est tout ce qui permettrait aux citoyens d'obtenir leurs droits de sécurité sociale plus facilement. Ok. Et puis, du coup, tu as aussi écrit un livre et fondé la société Hills. Est-ce que tu pourrais développer un peu ces deux points? Oui, donc je suis membre de plusieurs organisations pour lesquelles je pourrais utiliser le terme longévitiste, donc le fait de vouloir, souhaiter, grâce aux progrès technologiques et grâce aux progrès médicaux, plus précisément, vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, mettre fin si possible aux maladies liées au vieillissement et donc pouvoir atteindre ce qui s'appelle la mortalité, donc à privatif, ne pas mourir de maladies liées au vieillissement. Et à ce titre-là, je suis membre et en fait coprésident de l'association HEALS pour Healthy Life Extension Society, donc l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Et je fais également partie de l'International Longevity Alliance, une organisation internationale qui s'occupe de questions similaires. Et alors, dans le domaine transhumaniste plus large, je suis vice-président de l'association française transhumaniste Technoprog et membre du board, donc l'équivalent du conseil d'administration de l'organisation Humanity Plus, ce qui s'appelait anciennement la World Transhumanist Association. J'ai écrit deux livres, Et si on arrêtait de vieillir, donc sur le sujet de la longévité, comme le nom l'indique, et le deuxième livre qui a été écrit avec Mark Crooks, qui a été interviewé ici aussi, s'appelle Technoprog, le transhumanisme au service du progrès social. Ok, excellent. Et du coup, avec tout ce parcours, c'est quoi qui t'a amené à t'intéresser à la complexification du monde? Alors, donc, la complexification du monde, peut-être déjà en introduction, beaucoup de gens disent que le monde se complexifie, et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, que se complexifie parce que nous savons plus, parce que nous avons plus d'accès à des moyens de communication. Mais ce que je dis, c'est que le monde se complexifie aussi de manière qui ne se justifie plus par, on va dire, des logiques d'organisation, ou en tout cas par des logiques d'efficacité. Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à cela, c'est la constatation, déjà depuis pas mal d'années, du fait que nous progressons en matière technologique, que nous facilitons, nous avons les moyens de nous faciliter considérablement l'existence. Par exemple, nous ne travaillons plus pour l'agriculture qu'à peu près 1 ou 2% de l'ensemble du temps productif, hein, peut-être même encore moins que cela. Mais
que le temps de travail lui-même ne diminue pas, et même dans l'Union européenne ces dernières années, il a tendance à augmenter. Donc ça, c'est un des constats, peut-être le constat de base. Nous sommes de plus en plus performants technologiquement, mais cela n'a plus de conséquences pour la diminution du temps de travail, et donc parce que nous complexifions, enfin, dans mon analyse, parce que nous complexifions le monde pour des bonnes et des mauvaises raisons, même surtout pour des mauvaises raisons sur lesquelles on pourra s'étendre. Et alors, aussi, je dirais, jusqu'il y a 2 ans, mon analyse des choses était, nous vivons dans un monde qui se complexifie, mais malgré tout, nous allons comment dire, vers une amélioration des choses, parce que l'espérance de vie progresse, parce que l'accès aux connaissances progresse, parce que la technologie progresse. Malheureusement, en ce qui concerne le domaine le plus important pour moi, mais aussi finalement pour la majorité des êtres humains, à savoir la durée de vie en bonne santé, eh bien, avec l'épidémie de Covid, nous ne progressons plus, même très loin de là, puisqu'il semble bien que pour les 2 dernières années, l'espérance de vie a diminué de 2 ans. Donc, voilà, donc nous sommes depuis, ben, comme on est dans cet aspect-là, un peu le nez sur le guidon, hein, on est au milieu, enfin peut-être à la fin, espérons-le, mais on est encore, durant cette période de Covid, c'est encore difficile de dire est-ce que vraiment les conséquences pour la durée de vie humaine vont être désastreuses ou seulement très mauvaises. Mais en tout cas, selon les statistiques actuellement disponibles, nous avons perdu près de 2 années d'espérance de vie en 2 ans. Donc voilà, les progrès technologiques se poursuivent, mais le monde se complexifie, et cela a notamment pour conséquence que nous sommes devenus, ou que nous avons été incapables de gérer de manière non nocive pour la vie humaine la crise de Covid. Mmh. Et puis, donc toi, tu parles de la complexification du monde comme quelque chose qui pose problème. C'est quoi les différents problèmes justement qu'elle pourrait poser, cette complexification? Donc, peut-être que je vais m'attaquer à ta question d'une manière un peu différente, enfin, par un certain nombre d'aspects. Donc, nous vivons dans une société extrêmement développée dans laquelle, pour subvenir aux besoins principaux, donc manger, se vêtir, etc., nous n'avons quasiment plus besoin de travail. Ça se fait de manière relativement automatisée. Donc, je redis, à peu près 1% de la durée du temps de travail pour ce qui concerne l'agriculture, probablement 3, 4, 5% pour tout ce qui concerne les productions vestimentaires, habitat, transport, etc. Voilà. Et après ça, le fait est que nous occupons avec un certain nombre de tâches croissantes, peut-être parce que, notamment parce que l'esprit humain a toujours besoin de se fixer des buts intermédiaires et des objectifs, on va dire, des activités. Donc, ceci ne serait en soi pas catastrophique s'il n'y avait pas des objectifs à long terme qui sont aussi nécessaires à notre survie et pour lesquels, en fait, nous nous occupons très peu. Donc, les objectifs nécessaires à notre survie à tous en tant qu'être humain individuel, c'est les questions de santé, et on s'en préoccupe relativement peu. Je dirais d'ailleurs que ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est de nouveau plus spectaculaire, puisque nous essayons aussi de ne pas du tout nous occuper de l'épidémie. Et en termes collectifs, donc il y a toute la question du réchauffement climatique, toute la question donc
de limiter la production de gaz à effet de serre, ça aussi c'est une urgence, enfin plus exactement une urgence, mais une urgence à long terme, donc quelque chose dont il faut absolument s'occuper. Et là aussi, étant donné cette complexification du monde et l'utilisation de notre énergie à beaucoup d'autres choses, nous ne nous en occupons pas suffisamment. Voilà, plus tout ce qui est du domaine de ce que notamment les transhumanistes appellent les risques existentiels qui pourraient mettre fin à l'histoire de l'humanité si nous ne sommes pas suffisamment prudents. Donc le principal problème de la complexification, c'est le fait qu'elle nous détourne un peu des objectifs sur lesquels on devrait travailler, c'est ça? C'est le fait que nous passons, vu que nous passons notre temps à cela, ça détourne des objectifs à travailler. Et donc, je vais quand même donner quelques exemples par rapport à cela dans le domaine qui m'intéresse le plus, qui est le domaine médical. Donc, nous sommes, enfin, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les hôpitaux, c'est quelque chose d'important. Les hôpitaux, tous les centres de soins de santé, c'est quelque chose d'important dans le domaine de la longévité et dans le domaine de la santé en général. À l'intérieur d'un hôpital, là aussi, je pense que la plupart des gens seront d'accord pour dire que le plus important, c'est les médecins et puis les infirmiers et puis l'ensemble du corps médical. Eh bien, il faut savoir qu'aux États-Unis, actuellement, pour 20 personnes qu'on engage dans un hôpital, il y a une personne qui est médecin. Il faut savoir aussi que dans un hôpital américain, si on prend l'ensemble des personnes qui font des tâches dans l'hôpital, il y a plus de gens qui font des tâches administratives, qui sont occupés exclusivement pour des tâches administratives, que de gens qui sont occupés pour des tâches médicales. Donc, c'est de l'ordre de 7 médecins, infirmiers, etc., pour 10 qui sont là uniquement pour des questions administratives. Et attention, les 7 qui sont là pour des raisons purement médicales ne font évidemment pas que du médical. Quand vous allez voir votre médecin, il va remplir une fiche, après ça, il va vous faire payer, etc., etc. Donc, le temps dans un hôpital, qui est quand même, je veux dire, le temps qui est passé véritablement aux soins de santé, ça doit être quelque chose comme 25% du temps, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple concret. Le deuxième exemple concret que je veux donner toujours dans le domaine médical, et là, plus précisément dans celui de la recherche, c'est ce qu'on appelle parfois, ironiquement, la loi d'Héroum, Héroum étant l'inversion de la loi de Moore, la loi de Moore étant l'hypothèse, enfin plutôt la conjoncture selon laquelle la puissance informatique augmente et est multipliée à peu près tous les 18 mois, enfin, où il y a d'autres chiffres qui sont donnés. La loi d'Héroum, c'est la constatation que dans le domaine de la recherche médicale, il y a ces dernières décennies de moins en moins de produits qui sont découverts. Et puis, il y a un coût par médicament qui est de plus en plus gigantesque. Aujourd'hui, on considère que, enfin plus exactement, il y a quelques années, on considérait que le coût total entre on commence à chercher et le moment où un médicament sort sur le marché ou est tout à fait approuvé pour pouvoir sortir sur le marché, ça coûtait à peu près 1 milliard de dollars. Maintenant, on dit parfois 2 milliards de dollars, étant donné qu'il y a des quantités absolument gigantesques de formalités qui sont nécessaires. Alors, je vais donner quelques autres exemples là, en sortant du domaine de la médecine. Que vous preniez une voiture, un train, ou un avion, ou n'importe quel mécanisme de transport, en réalité, le temps que vous passerez à aller jusqu'à ce moyen de transport, à attendre au feu ou à attendre d'une manière ou d'une autre, est nettement supérieur au temps que vous passez dans le transport en commun ou dans le transport tout court lui-même. Donc, si vous prenez l'avion, à part si vous prenez un vol qui fait plus que 6 ou 7 heures, vous passez plus de temps à attendre avant, à attendre après, que vous passez de temps dans l'avion. Pourtant, Dieu sait ce que c'est rapide. Et des longues distances.
Donc voilà, ça c'est un deuxième exemple. Un troisième exemple, c'est, j'en discutais avec des personnes il y a encore pas longtemps. Il y a 20 ans, pour fixer un rendez-vous, on s'écrivait et puis voilà, on avait le rendez-vous. Maintenant, pour fixer un rendez-vous, on envoie un doodle qui est rempli et puis après, on rechange d'avis quelques fois. Et donc, prendre des rendez-vous est probablement, enfin non, pas supérieur au temps qu'on passe au rendez-vous, mais ça doit faire une bonne partie de ce temps quand même. Voilà quelques exemples. Euh, Ceci étant, enfin, plus exactement, je pense que vraiment la majeure partie de notre temps qui devrait être du temps de travail est maintenant du temps qui est consacré à on va dire, des formalités administratives qui s'expliquent, oui, qui s'expliquent par on va dire, parfois des mécanismes de boule de neige. Donc, on crée, ouais, revenons aux questions médicales. Donc, pour les questions médicales, il faut fournir des rapports. Après, pour les rapports, il faut les classer. Après les avoir classés, il faut les protéger contre le vol, contre la destruction. Donc, tout ça est en cascade. Voilà, en quelques mots. Ok, c'est vrai que c'est beaucoup plus concret du coup avec ces exemples. Et ça m'amène à me poser une question, du coup, à quoi c'est dû? Pourquoi est-ce qu'on va vers ça? Pourquoi on va pas vers une constant, enfin plutôt quelque chose de constant ou une simplification même? Pourquoi le monde se complexifie? Alors, ça, c'est une question que je me pose en fait, et pour laquelle j'ai des éléments de réponse, mais je serais ravi dans les réactions, par exemple sur le chat ici ou à d'autres moments, de les confronter. Mais je vois plusieurs choses. La première, c'est ce que je donnerais, ce que je résumerais par les buts intermédiaires. J'écoutais il n'y a pas tellement longtemps une discussion concernant l'intelligence artificielle. Et le spécialiste de l'intelligence artificielle potentiellement générale disait il est relativement probable que si nous avons une intelligence artificielle générale, elle se fixera des buts. Et alors aussi, cette personne parlait de tout ce qui était les buts intermédiaires. Ça, c'était dans le cadre de la maîtrise des risques pour l'intelligence artificielle. Donc, si vous fixez à une intelligence artificielle un but ultime qui est d'améliorer, je ne sais pas, le bien-être, vous risquez d'avoir des buts intermédiaires qui soient, imaginons, se débarrasser de ceux qui empêchent l'accomplissement du but final. Voilà. Mais donc, ici, ce qui m'a frappé dans cette intervention, c'est le fait que la personne expliquait que plus nous sommes intelligents, plus nous nous posons des questions, et plus nous nous posons des questions, plus nous avons besoin de répondre, et plus nous avons aussi besoin de buts. Or, par rapport à cela, un des moyens, on va dire, d'améliorer son bien-être psychologique, c'est d'avoir toutes sortes de buts intermédiaires. Et qu'est-ce qui se passe alors dans notre fonctionnement mental? C'est ces buts intermédiaires deviennent en fait des buts finaux et créent leur propre complexité. Alors, probablement que je ne suis pas clair pour les auditeurs, mais je vais donner un exemple qui me passionne et que je donne extrêmement souvent. C'est l'organisation, genre, pas organisation à but lucratif, mais genre organisation, en Belgique on dit sans but lucratif, en France on dit association loi 1901. Donc, vous avez un but dans la vie, hein, le mien étant permettre une vie en bonne santé beaucoup plus longue. Pour cela, vous créez votre association. Et après un certain temps, l'association devient en fait, enfin, l'association est donc le but intermédiaire au départ
pour arriver à des recherches accrues sur la longévité, mais au bout d'un certain temps, l'association devient le but en soi. Donc, pour beaucoup de youtubeurs, j'espère pas pour toi, mais pour beaucoup de youtubeurs, le but devient de réaliser le podcast avec un maximum de vues, alors que c'est évidemment toujours un but, toujours, oui, un but intermédiaire par rapport à apporter de la connaissance aux gens, parfois faire de l'argent, toutes sortes de choses. Mais voilà. Et alors, après, vous avez un but intermédiaire, et donc je reprends une association. Vous allez faire des sous-buts avant celui-là. Donc, par exemple, l'association va organiser une conférence. Donc, par exemple, l'association française transhumaniste organise une grosse conférence en novembre, mais à certains moments, le but, ça devient la conférence et pas de faire avancer le progrès technologique via la conférence. Voilà. Et donc, nous avons un fonctionnement comme cela avec d'extrêmement nombreux buts intermédiaires, et je pense que c'est un résultat de d'une part de notre intelligence, notre intelligence, deux, le fait que nous n'avons plus besoin de satisfaire les buts classiques, manger, ils sont satisfaits avec très peu de travail. Et trois, psychologiquement, avoir un seul but, par définition, on ne l'accomplit pas ou on l'accomplit une fois. Avoir des buts intermédiaires, c'est psychologiquement plus agréable. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est peut-être ce que j'appelle la consommation ostentatoire au point de vue du travail. Mais donc là, ça devient assez. Je vais parler uniquement ici du travail, on va dire vraiment le travail salarié, le travail principalement d'ailleurs des employés, puisque les ouvriers produisent quelque chose. Il y a toute une théorie qui s'appelle l'idée de ce qu'on appelle les bullshit jobs, donc des emplois qui en fait ne servent pas réellement à quelque chose. Cette théorie a été popularisée par une personne qui est décédée il n'y a pas tellement longtemps et dont le nom m'échappe, mais je vais retrouver cela après que tu m'aies posé la question suivante. Pourquoi y a-t-il des bullshit jobs? Pourquoi y a-t-il dans les entreprises, y compris dans les entreprises à but lucratif, toute une série de tâches qui, en fait, n'ont pas de signification économique? Et donc là, je vais peut-être aller un peu retomber dans mes exemples. Donc, deux exemples pour moi frappants. C'est le secteur, qui sont des secteurs assez proches l'un de l'autre. D'ailleurs, c'est les secteurs bancaires et les secteurs des assurances. Donc, quand j'avais 15 ou 20 ans, les assurances étaient encore à la main, c'était encore tout un travail de paperasse complexe. Aujourd'hui, en réalité, la majorité du travail, on va dire, d'équivalent paperasse, il est fait par celui qui prend l'assurance. Quand vous prenez votre assurance avant de partir en vacances, vous remplissez des fichiers informatiques. Et la même chose pour la plupart des opérations. Quand vous faites vos opérations bancaires, vous n'allez plus à la banque, quasiment plus personne ne va à la banque retirer de l'argent en liquide auprès d'un guichetier. D'ailleurs, les guichetiers n'existent quasiment plus. Et malgré cela, le nombre de travailleurs dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire ne diminue pas drastiquement. Il y a même des domaines dans lesquels il continue à progresser. Donc, pourquoi tout cela? Voilà. Pourquoi? Je pense qu'une des raisons les plus importantes, c'est le prestige lié au fait d'avoir des travailleurs et donc l'effet on va dire, de consommation ostentatoire. Parfois, on parle d'effet Veblen, pour utiliser un terme que j'aime bien, l'effet de consommation, on va dire, de consommation ostentatoire de travailleurs. Donc, avoir
si vous demandez à un responsable dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise, est-ce que vous avez suffisamment de travailleurs? Très, très rarement, il va vous répondre, oui, j'ai suffisamment de travailleurs, tout va bien. Et donc, plus il y a de travailleurs, plus il est prestigieux. Ça, c'est une partie de l'explication. Et l'autre partie de l'explication, c'est par rapport aux travailleurs eux-mêmes. Les travailleurs eux-mêmes, d'abord, s'ils expliquaient j'ai fini le travail en 5 minutes, ils risqueraient fort de se retrouver dehors à un moment. Et puis aussi, même s'ils n'avaient pas l'intention, enfin, s'ils racontaient des histoires, ne pas se fixer de but intermédiaire, ne pas se fixer de tâches à effectuer, c'est déprimant. Donc, voilà. Donc, je pense que la plupart des tâches qui sont effectuées, enfin, la plus grande partie des tâches qui sont effectuées dans les entreprises en dehors du travail ouvrier sont en fait des tâches qui pourraient être supprimées à peu près du jour au lendemain. Et d'ailleurs, je veux dire, il y a également, je ne l'ai pas abordé de manière explicite, mais il y a également l'informatisation de tout ce qui est travail. Donc, il y a, il y a 30 ou 40 ans, quand j'ai commencé à être dans mon administration, donc j'écrivais mon texte, les dactylos tapaient le texte. Ensuite, pour pouvoir faire une photocopie, il fallait remplir un petit document pour demander la photocopie. Et donc maintenant, un courrier qui prenait réellement 3 ou 4 heures de travail, tout compris, prend aujourd'hui 15, non, on va dire 10 minutes à un quart d'heure. Voilà. Et il n'empêche que le nombre de fonctionnaires, notamment, et encore une fois, de travailleurs dans les, on va dire, para-administration, reste relativement stable. Donc, c'est tout ce qui est bureaucratie, mais attention, le terme bureaucratie est généralement utilisé pour les fonctionnaires, on va dire. Et donc, ce n'est pas les fonctionnaires, c'est la bureaucratie, l'ensemble des tâches administratives qui ont des effets boule de neige, souvent de manière, comment je peux dire, inconsciente, et notamment pour les raisons que j'ai données. Alors, une autre raison qui est une raison réelle, on va dire, c'est les questions de sécurité, parce que là, on est aussi dans un phénomène boule de neige, mais qui serait vraiment complexe à arrêter. Donc, ce n'est pas au sens strict de la complexification du monde, dans le sens où je l'entends, on pourrait décider de l'arrêter du jour au lendemain. Enfin, plus exactement, on pourrait arrêter la complexification du jour au lendemain, mais il faudrait que les humains soient honnêtes. En tout cas, ça n'est pas si facile. Encore qu'il y a des domaines, encore que même là, je le dis en réfléchissant tout haut, je veux dire, les humains sont honnêtes ou ne sont pas honnêtes aussi parce qu'il y a des systèmes qui le font, qui le permettent ou qui ne le permettent pas, et parce qu'il y a des habitudes sociales. Donc, si vous allez au restaurant, dans la plupart des cas, on vous demande de payer après. Et c'est extrêmement rare que quelqu'un s'en aille sans payer. Je ne sais pas quelle est la situation dans d'autres pays, mais en Belgique, ça n'était même pas un délit de ne pas payer. C'était, on pouvait réclamer l'argent, mais on pouvait pas, on n'allait pas en prison parce qu'on n'avait pas payé. Ok, et donc dans l'immense majorité des cas, donc une personne qui serait dans un restaurant et qui s'en va, il lui arriverait rien en fait. Et pourtant, on ne contrôle pas, on ne demande pas la carte d'identité avant de venir au restaurant. Donc, c'est même pas tout à fait évident que sans contrôle, ou en tout cas avec des contrôles super simplifiés, la société ne fonctionnerait pas à peu près aussi bien. D'ailleurs, bon, encore une fois, ça dépend. Et, oui, et en Suisse, mais là aussi, pour des raisons culturelles, je crois qu'il y a toujours des mécanismes où on peut prendre et confiance est faite à l'utilisateur de payer ou de ne pas payer. Voilà en quelques mots, mais n'hésite pas à me dire ce sur quoi tu trouves que mon raisonnement n'est pas correct.
Alors moi je suis quasiment d'accord avec tout et je trouve ça vraiment intéressant parce que en fait j'ai rarement entendu ça. C'est une thèse que j'ai jamais entendue en fait, donc c'est super intéressant. La seule chose dont je suis sceptique, c'est ce que tu avais dit au début par rapport au fait que le temps de travail ne diminue plus. Parce que il me semble, en tout cas en regardant les statistiques, que le temps de travail est quand même bien diminué depuis un siècle, par exemple. Oui, Euh, oui. et puis il Donc, continue presque à diminuer parce que, par exemple, on parle des 32 heures en France ou ce genre de choses. sur le fait que le temps de travail a diminué grâce au progrès technologique de manière tout à fait considérable depuis un siècle, nous sommes tout à fait d'accord. Par contre, depuis, on va dire, la fin des années 70, là, le temps de travail n'a quasiment pas diminué. En fait, la fin des années 70, c'est l'instauration des à peu près 40 heures de travail, 5 jours par semaine. Et aujourd'hui, nous sommes toujours à peu près. Donc, en Belgique, dans mon administration, par exemple, le temps de travail officiel, c'est 38 heures. Donc, 38 Mm. heures, 5 jours par semaine, donc quasiment pas de modification. Il y a une augmentation par rapport aux jours de congé, mais ça reste relativement faible. Et surtout, de l'autre côté, donc là je parle uniquement de l'Union européenne, hein, on va dire l'Union européenne, les États-Unis, non, on va juste parler de l'Union européenne et même seulement l'Union européenne, les pays relativement riches. Donc l'évolution par rapport aux années 60-70, c'est que dans les années 60-70, il y avait une partie non négligeable des femmes qui ne travaillaient pas, ou plus exactement, qui travaillaient, mais qui travaillaient pour des tâches à domicile, pour s'occuper des enfants, etc. Le taux d'emploi, particulièrement en Suisse d'ailleurs, je crois, mais aussi dans les autres pays, le taux d'emploi des femmes a cru de manière tout à fait considérable depuis les années 60-70. Donc, si on prend l'ensemble des personnes qui travaillent, euh, ce nombre est supérieur en pourcentage évidemment, hein, en nombre absolu, encore plus puisque la population a augmenté, mais en pourcentage, et le nombre est supérieur en pourcentage à ce qu'il a jamais été. D'ailleurs, en Belgique, tout récemment, on a encore eu plus de travailleurs qu'il n'y avait jamais eu de travailleurs auparavant. Et en Belgique, mais aussi d'ailleurs dans la plupart des pays de l'Union européenne, pour le moment, on est plutôt dans une situation dans laquelle le taux de chômage est faible. Donc, Mm. je pense qu'au niveau de l'Union européenne, ça doit être 6 ou 7%. Voilà, donc c'est pour moi. Donc, pour moi, ça a toujours été un mystère. Moi qui suis de gauche depuis une quarantaine d'années et favorable à la réduction du temps de travail depuis la fin des années 70 au moins. Je me souviens que dans les années 70, je me disais, oui, mais il y a quand même un moment où on va pouvoir arrêter de produire plus et se mettre à travailler moins. Et donc là, on est 40 ans plus tard, plus de 40 ans plus tard, et on ne s'est toujours pas mis à travailler moins, on ne s'est toujours pas mis euh, d'ailleurs non plus à produire moins, quoique ça peut-être. Voilà, donc à la fin des années 70, il y avait en Belgique déjà une voiture pour 3 ou 4 personnes, 2, 3 personnes. Maintenant, il y a une voiture presque pour une personne. Donc ça, c'est une chose. Je pense aussi que, mais là, ça sort un tout petit peu du sujet, mais quand même, je pense aussi que cet aspect, non, plutôt l'effet de consommation ostentatoire des travailleurs a pour conséquence qu'on veut toujours pousser à la production et donc à des conséquences écologiques néfastes. Mm. D'ailleurs, on pourrait dire, enfin, par ailleurs, ce que j'appelle les bullshit jobs, on va dire, c'est plutôt que de parler de bullshit jobs, d'ailleurs, je préfère, enfin, j'aurais dû utiliser depuis longtemps le terme bullshit task, tâche inutile, parce que euh, la plupart des gens font quand même dans leur travail un certain nombre de tâches utiles, et puis la plupart des gens font dans leur travail et dans leur vie quotidienne toutes sortes de choses qui, bon, qui s'expliquent pour moi comme je l'ai expliqué au départ. Euh,
voilà, donc les tâches, oui, je reviens à donc, l'aspect consommation ostentatoire de travailleurs, on va dire, le fait que c'est bien vu d'avoir plus de travailleurs a pour conséquence qu'on va toujours poursuivre, pousser à la production, à continuer à vendre, etc. Donc c'est mauvais au point de vue écologique. Mais même un environnement bullshit task est mauvais au point de vue écologique à pas mal d'aspects. Parce que ça consomme des produits informatiques, ça consomme malgré tout encore du papier, ça consomme ceux qui travaillent un lieu de travail est plus coûteux écologiquement qu'une maison individuelle et ainsi de suite. Voilà. Ok. Et si on devait faire une sorte de classification de la complexification, est-ce qu'il y a comme ça différentes catégories? Par exemple, une complexification qui serait plutôt sociale, une plutôt technologique ou comme ça? Alors, oui, oui, je pense que je, mais oui et non, c'est-à-dire oui, je pense que ces aspects se rencontrent. Donc, l'aspect complexification technologique est un aspect dont j'ai dit notamment les questions de sécurité, mais aussi tout ce qui est, oui, peut-être, oui, il y a évidemment dans les progrès informatiques des aspects facilitation du monde. Mais ces aspects et à chaque aspect facilitation du monde, il génère aussi des aspects complexification du monde. Donc ça, c'est, je veux dire, je continue dans les exemples. Donc, mais quand j'avais 20 ans, on téléphonait et donc la personne n'avait aucune idée de qui téléphonait. Enfin, elle n'avait généralement aucune idée de qui téléphonait. Donc elle avait le choix entre, il n'y avait que trois solutions possibles. Normalement, c'était la personne répond, la personne ne répond pas et laisse sonner ou le téléphone est occupé. Aujourd'hui, vous avez toute une série de processus qui sont possibles, qui ont pour conséquence que une personne qui appelle a moins de chances de joindre quelqu'un aujourd'hui que par le passé. Donc ça, c'est de la complexification, on va dire, informatique. Mais à côté de ça, il y a la complexification sociale, qui est que il y a toujours 40 ans, quand on téléphonait, on était obligé socialement de répondre, tandis que maintenant, on n'est socialement pas obligé vraiment de répondre. Mhm. Voilà, donc ça, c'est les deux sont ensemble. Mais alors aussi, je reviens à ce que je disais au départ. Donc, la facilitation, le fait que les progrès technologiques nous permettent de ne presque plus travailler, c'est la cause, c'est pour moi, je réfléchis en partie tout haut, c'est pour moi la cause ultime de la complexification du monde à un niveau important. Parce que, attention, euh, la complexification de la vie sociale et la complexification, oui, enfin la complexification de la vie sociale existe depuis extrêmement longtemps et existe même depuis avant les sociétés humaines, probablement. Donc, même les premiers êtres humains et même les hominidés qui nous ont précédés passaient un temps assez considérable à des tâches qui n'avaient pas qui n'avaient d'intérêt que social, qui n'avaient pas d'intérêt directement dans la survie, même les animaux d'ailleurs, puisqu'ils s'affrontent pour les mâles et les femelles. Voilà, donc l'homme, pour autant qu'on sache, déjà l'homme de Néandertal cueillait des fleurs pour mettre sur les tombes et de manière à peu près certaine, les scarifications, les tatouages, les vêtements, c'est quelque chose d'extrêmement ancien qui prenait un temps tout à fait considérable, toutes les pratiques religieuses, etc. Donc, ce qui est différent dans la complexification du monde hier et aujourd'hui, c'est que hier, la partie du temps tout à fait nécessaire à la survie était importante et donc la partie du temps pour l'ensemble des complexifications était minoritaire et aussi le fait que
hier, avant-hier, les objectifs de survie étaient des objectifs à court terme, tandis qu'aujourd'hui, les objectifs de survie dont nous ne nous occupons pas suffisamment, loin de là, sont des objectifs à moyen et long terme, ou pourraient être aussi des objectifs à relativement court terme s'il y a des développements de l'intelligence artificielle qui se passent mal ou qui se passent bien, mais donc qu'on ne perçoit pas dans la vie courante. Voilà, c'est ça. Pour le paysan, peut-être encore jusqu'au 18e, voire pas, enfin, le paysan européen, mais le paysan encore même jusqu'au 19 et 20e siècle dans d'autres pays, le fait de s'occuper des champs et des labours, etc., était indispensable à la survie et prenait un temps considérable. Maintenant, c'est indispensable à la survie de très peu de gens dans le monde. Tant mieux pour plein d'aspects, mais malheureusement pour d'autres. Enfin, malheureusement pour ce qui est de ces tâches aberrantes. Voilà. Mmh. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut sorry, vas-y. Tu as dit à un moment que tu n'as vu cette idée nulle part, et donc je dirais moi non plus, parce que j'ai fait quelques recherches, je ne l'ai pas vue de manière, on va dire, théorisée dans son ensemble, mais les questions d'emploi inutile, donc bullshit jobs, en font partie. Les questions également de complexification due à la bureaucratie en font partie. Mais à ma connaissance, non, effectivement, personne ne s'est posé cette question-là encore. Comme à ma connaissance, malheureusement, personne ne se pose encore la question, ou peu de gens se posent encore la question de savoir qu'est-ce qui, apparemment, et j'espère avoir tort, hein, mais qu'est-ce qui a fait que 2020-2021 marque un changement d'une situation dans laquelle toutes ces tâches nous permettent quand même de vivre mieux, à une situation dans laquelle notre niveau de vie, notre espérance de vie diminue. Et peut-être, je continue en disant, la complexification du monde est aussi pas mal. Oui, une autre cause que j'oubliais, c'est, enfin, de mon point de vue, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de construire une maison qu'auparavant. C'est aussi beaucoup plus simple de communiquer, de faire une émission comme celle-ci qu'auparavant. Mais la diminution de complexité est encore plus grande pour tout ce qui est communication qu'elle ne l'est pour tout ce qui est action concrète. Donc, on va dire, construire une maison, ça demandait, qu'est-ce que je pourrais dire, en nombre d'heures de travail, j'ai aucune idée, mais enfin, construire une maison la même aujourd'hui doit demander 4-5 fois moins de travail qu'il y a un siècle. Réaliser une émission vidéo ou télévisée coûte en quantité de travail probablement 20, 30, 40 fois moins qu'il y a un siècle. Donc la communication est devenue beaucoup plus facile, et c'est pour moi une des causes de la complexification du monde, parce que, alors là je reviens à mon exemple du téléphone, le téléphone c'est une forme de communication, donc comme le téléphone est de plus en plus facile et ne coûte plus rien ou quasiment plus rien, il faut mettre en place toutes sortes de stratégies pour ne pas communiquer tout le temps ou pour essayer de communiquer autrement. Voilà, et tout ça fait ces effets-là boule de neige. D'ailleurs, tout ce qui est Internet, tout ce qui est Internet est composé pour une toute grande part de communication, et ça secrète évidemment une quantité absolument gigantesque de tâches. Je veux dire, prenons quelque chose de très concret. Je lis mon journal. Ça prend quand même plus de temps, encore maintenant, d'ouvrir mon journal, beaucoup plus de temps même, d'ouvrir mon journal sur mon PC, un peu moins sur mon smartphone, mais que de l'ouvrir physiquement. Voilà. Mmh. Et
par ailleurs, mais là, ça rejoint de nouveau les questions de sécurité, mais dans les aspects complexification du monde, par ailleurs, tout ce qui est informatique dans la vie courante est beaucoup moins sûr que, on va dire, quand vous ouvrez votre ordinateur, vous n'êtes pas certain que votre ordinateur va s'ouvrir. Quand vous allumez la lumière, vous êtes raisonnablement certain que la lumière va s'allumer. Et donc ça, probablement que c'est aussi un des aspects complexification du monde, mais ça rencontre aussi d'autres questions qui sont fragilité, résilience. Et donc, avant, tu parlais justement du fait que ça fait très longtemps finalement qu'on fait des tâches un peu inutiles. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement dire que la société est devenue trop complexe. Du coup, est-ce que toi, tu penses déjà qu'elle était trop complexe avant? Enfin, depuis quand, pour toi, la société est trop complexe? Alors, je ne peux pas fixer une date, mais ou bien si je veux dire, par rapport à ce que je dis aujourd'hui, la société est trop complexe, probablement depuis 2019, puisque c'est à partir de 2019 que, en tout cas, mais encore une fois, j'espère seulement pour une période temporaire, mais que l'ensemble des mécanismes de complexification ont pour effet vraiment une décroissance du niveau de vie. Voilà, après c'est quelque chose, ce mécanisme de complexification du monde, c'est quelque chose qui m'avait déjà frappé par le passé, mais moins, et je m'étais jamais posé la question de cette manière-là dont je me la pose aujourd'hui. Alors que, par exemple, donc je retombe sur le nom, donc c'est David Graeber qui est malheureusement décédé il y a 2 ans, en 2020, qui était le théoricien des tâches inutiles. Ouais. Je connaissais déjà, j'appréciais son raisonnement. J'ai lu un certain nombre de documents à ce sujet, mais je ne me suis jamais dit, oui, mais en fait, c'est un phénomène encore plus large que ça. Voilà. Ok. Et justement, donc tu dis que c'est plus ou moins depuis 2019, mais donc pour toi, ça voudrait dire qu'un peu la pandémie et ce qui s'est passé autour est lié à la complexification? Non, ça pas. La pandémie elle-même, bon, c'est toujours pas. La pandémie est liée à quelque chose qui était prévu par pas mal de gens, à une société dans laquelle les communications physiques là, sont extrêmement faciles, mondiales. Donc non, mais la manière dont les sociétés ont réagi par rapport à la pandémie, au début, ça a été une capacité, je trouve, de réaction, de résilience forte, qui allait au-delà de ce que pas mal de gens imaginaient, puisque pas mal de gens avaient dit avaient envisagé avant la pandémie des situations dans lesquelles la société, on va dire, s'écroulait rapidement. Hein. L'idée d'une horloge bien réglée, et puis il suffit qu'il y ait un aspect qui se dérègle pour que l'ensemble de la société se dérègle. Donc, pas mal notamment de collapsologues avaient imaginé ça. Au début, les choses se sont passées, moi je trouve plutôt de manière absolument spectaculaire, à savoir qu'une maladie qui tuait principalement des personnes âgées a fait l'objet d'une priorité à l'échelon planétaire, de recherche, de moyens financiers tout à fait considérables, oui, encore une fois, d'une mobilisation pour protéger les plus faibles, c'est-à-dire les plus âgés. Mais après, on va dire fin 2020, non, fin 2021, enfin bon, petit à petit, il y a eu toutes sortes d'aspects, tout ce qui est, on va dire,
tout ce qui est protection de la vie privée, rendant impossible les échanges de données médicales, tout ce qui est inquiétude de beaucoup de citoyens, donc croyance en des complots et donc manque de confiance dans l'autorité, diminution forte de la confiance dans les autorités. Voilà, donc tout ça a eu pour conséquence à un certain moment, et encore une fois, j'espère me tromper pour le futur et peut-être que ça va revenir, etc. Et la grande majorité des transhumanistes, notamment, et des longévitistes, peut-être un peu moins, mais disent oui, ça va repartir. Et donc, à un moment, il y a eu une sorte de. Comment est-ce qu'on peut dire, d'inversion du processus, de complexification du processus. Je vais donner un. Ah oui, dans tous les exemples de complexification du monde, j'ai oublié de donner celui qui est le plus spectaculaire pour moi comme juriste. Donc, le journal officiel en Belgique s'appelle le Moniteur belge. Et le Moniteur belge fait aujourd'hui plus de 100 000 pages, ce qui est totalement aberrant, parce qu'une personne qui lirait le Moniteur belge en continu n'aurait pas assez de séjourner pour le lire en continu. Et le Moniteur belge en 2021, l'année de la pandémie, c'est-à-dire l'année dans laquelle on a fait le plus de modifications juridiques dans des domaines importants depuis la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu toutes les mesures en Belgique, dans d'autres pays aussi, mais en Belgique, il y a eu une couverture sociale qui a été créée, vu l'épidémie, tout à fait remarquable. Il y a eu des modifications législatives pour permettre le travail au domicile et tout ça. Tout ça s'est fait extrêmement rapidement, et le Moniteur belge de 2021 a été moins chargé que le Moniteur belge des années précédentes. C'est peut-être là que j'ai commencé à réfléchir à un aspect vraiment de la complexification du monde. Mon analyse est que, comme il y avait à ce moment-là réellement quelque chose qui était une question de vie ou de mort pour des personnes âgées, mais qui était perçu comme une question de vie ou de mort pour l'ensemble de la société, on va dire, à tort d'ailleurs, enfin, il y a une telle mobilisation que le temps a été consacré à des choses plus importantes qu'auparavant, et donc on a moins passé de temps à des paperasses. Et donc 2020, je me trompe dans les années, 2020 a été moins de pages dans le Moniteur qu'en 2019. Et 2021, il y a de nouveau eu plus de pages dans le Moniteur que jamais auparavant. Donc, toutes les complexifications ont repris, et même ont repris de manière accentuée, parce qu'il y a eu toutes sortes de règles relatives à l'épidémie qui ont dû être prises. Et donc, aussi, les premières, on va dire les premières semaines, les premiers mois de l'épidémie, les modifications réglementaires en Belgique et d'ailleurs dans d'autres pays ont été extrêmement rapides. Et maintenant, ça reprend de nouveau du temps. Voilà. Ok. Et si on devait prendre un point de vue plutôt politique, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre la complexification, par exemple, d'une démocratie ou d'une dictature, par exemple? Est-ce que le régime politique peut influer la complexification? Oui, malheureusement, dans le sens que la complexification se fera plus dans les pays démocratiques. Parfois, on dit comment ça, que c'est quelque chose d'inévitable. Je pense que ce n'est pas quelque chose de tout à fait inévitable. Mais ce qu'il y a, c'est que prenons un pays totalement dictatorial. Le pays le plus dictatorial, c'est la Corée du Nord. Donc, les dirigeants de Corée du Nord prennent probablement quand même un petit peu en compte l'intérêt de leur population, mais bon, ok, donc c'est eux qui décident, et donc ils ne doivent pas prendre en compte les intérêts de chaque partie de la population de manière réfléchie, tandis que dans des régimes parlementaires, dans des régimes démocratiques,
toute décision politique est une décision dans laquelle on prend en compte, ou on réfléchit en tout cas, à l'ensemble des couches de la population. Donc en Belgique, et d'ailleurs en Suisse aussi, puisque c'est un pays multilingue aussi, en Belgique comme en Suisse, quand vous prenez une mesure politiquement importante, il faut réfléchir à comment vont réagir les flamands et les francophones ou les alémaniques et les francophones pour la Suisse. Donc, et c'est une dimension importante, mais après, il y a comment vont réfléchir pour la Belgique socialistes, socio-chrétiens qui s'appellent plus socio-chrétiens, etc. Et les autres familles politiques, plus les syndicats, les organisations patronales et ainsi de suite. Donc ça complexifie considérablement les choses. Mmh. Et puis, donc là, on parle beaucoup d'aspects négatifs de la complexification, mais est-ce qu'il y a quand même, dans la société des gens qui ont à gagner de cette complexification? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont à gagner? Je pense, in fine, non. Je pense que, in fine, non. Bon, il y a toujours, je veux dire, aujourd'hui, enfin, si le monde devenait, si le monde, enfin, prenons juste l'Union européenne et même uniquement la Belgique et la Belgique, la France et la Suisse, devenait demain abandonner toutes sortes de tâches complexes, évidemment, dans un premier temps, on n'aurait plus de travail pour bon, au moins la moitié de la population, et donc on devrait aller soit, enfin, si on n'allait pas vers une réduction radicale du temps de travail, ça serait absolument ingérable puisque des millions de personnes se retrouveraient sans emploi. Mais après ça, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une catégorie de la population qui ait particulièrement avantage à cela. Et d'ailleurs, je pourrais dire que cette complexification du monde, elle touche par certains aspects presque plus les gens riches que les pauvres, parce que les gens riches prennent plus l'avion. Or, s'il y a un domaine qui se complexifie, c'est quand même ça. Les gens riches font plus de formalités sous forme informatique. Donc, voilà. Donc, Mmh. non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment. Oui, peut-être. Alors, par contre, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner à cela? Et j'oubliais de terminer, enfin non, de continuer. Donc, par rapport à la sorry, je reviens à la question démocratie versus régime autoritaire. Une chose importante par rapport à ça, et par rapport au fait qu'il est très compliqué de prendre en compte l'ensemble des intérêts des différents groupes sociaux, c'est le biais de la non-action. Quand vous êtes dans une situation dans laquelle, en fait, dans toute politique, dans toute décision politique importante, ou même d'ailleurs dans toute décision politique, il y a une partie des citoyens presque dans toute décision politique, il y a une partie des citoyens qui vont y perdre, une partie des citoyens qui vont y gagner. Si vous ne changez rien, il ne va pas y avoir, on va dire, ceux qui vont y gagner, qui vont se plaindre considérablement. Donc, très, très, très souvent, la solution, non, plutôt, toujours la solution par défaut, quand une situation est complexe, c'est de ne pas prendre de décision, de ne rien changer. Et donc ça, c'est un frein tout à fait considérable au progrès, notamment au progrès technologique. Maintenant, il y a quelques cas dans lesquels prendre une décision trop vite pourrait avoir des conséquences négatives, et donc ça, ces cas-là, on ne les a plus tellement dans le monde aujourd'hui, en tout cas dans l'Union européenne. OK. Et donc ce qu'on voit, c'est quand même que la complexification pose, beaucoup de problèmes différents, que quasiment personne n'a d'intérêt à cette complexification. Donc bah, la question qui vient, c'est forcément, est-ce qu'il y a des solutions face à cette complexification? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, la diminuer? Alors,
Premièrement, je dirais que un peu comme, comme durant le début de la période de l'épidémie, quand il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose d'important, eh bien, ça peut devenir une priorité. Et alors, à ce moment-là, tout ce que j'ai dit sur les buts intermédiaires et tout ça devient dans un sens qui sert à quelque chose de manière plus évidente. Donc, la prise de conscience, notamment des risques environnementaux. Il n'y a d'ailleurs pas que le réchauffement climatique. Dans les risques environnementaux, il y a le fait que, j'insiste toujours là-dessus, la disparition des insectes, disparition des arthropodes en général, le fait qu'il y a de moins en moins de biodiversité pour les animaux les plus petits, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et voilà, donc là, on pourrait aussi avoir une perception de l'urgence dans ce domaine-là. Et évidemment, la question de la longévité. Donc ça, c'est un aspect. Après, probablement que dans ce domaine-là, comme dans l'autre, oui, si les gens perçoivent cela, ça pourrait accélérer les changements. Mais après, je n'ai pas la solution. J'ai encore une fois d'autant moins la solution que c'est quelque chose dont on parle vraiment peu jusqu'ici. Voilà. Et peut-être j'ai tout à fait tort, ou en tout cas peut-être qu'il y a encore une fois parmi les gens qui écouteront cette vidéo, des gens qui diront voilà pourquoi un monde dans lequel nous travaillons très peu aux tâches qui sont nécessaires à notre survie est quand même un monde positif. Ouais. Ok. Okay, encore une fois, ce monde était un monde qui allait quand même de manière dans une évolution positive jusqu'à l'épidémie. Et donc, comme tu le dis, pendant l'épidémie, du coup, c'est un événement qui a pu simplifier le monde sous certains aspects. Et puis, donc, il faudrait peut-être des décisions politiques ou au niveau des entreprises, etc., qui seraient extrêmement compliquées pour faire face à cette complexification. Donc, j'en viens à me demander, est-ce que le monde, finalement, si nous-mêmes, en tant que société humaine, n'allons pas vers une simplification, est-ce que le monde ne va pas nous mettre en face de nous des événements qui vont créer une sorte de simplification, mais forcée? Un petit peu comme ce qui s'est passé avec la pandémie, avec ce qui va se passer avec le réchauffement climatique, etc. Ce que certains, justement, collapsologues pourraient appeler l'effondrement. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas des événements comme ça qui vont simplifier le monde parce qu'on s'occupe trop de tâches annexes et donc ces événements arrivent et puis... Pour moi, la réponse est oui, c'est un risque. Je veux dire, parce que évidemment que pour prendre une des choses pas totalement impossibles vis-à-vis de l'actualité, évidemment que s'il y a une guerre nucléaire et qu'après il y a un phénomène de boule de neige, mais qui a pour conséquence que toute la société, toutes les sociétés se déglinguent, oui, à ce moment-là, nous serons rattrapés et nous devrons repasser du temps à nous nourrir, à survivre. Mais bon, ça n'est évidemment pas du tout souhaitable. Voilà. C'est un risque. Je pense que la plupart des transhumanistes, encore une fois, diront que ce n'est pas un risque considérable. On verra. Ouais, parce que finalement, avoir le luxe de s'occuper de problèmes un peu non essentiels et puis de faire des tâches un peu inutiles, c'est justement un luxe qui est permis de par un mode de vie qui va de mieux en mieux, quelque part. Oui, donc oui, évidemment, donc c'est un luxe. Et jusqu'ici, donc les progrès technologiques nous permettaient de plus en plus de tâches inutiles, mais en même temps que cela, les aspects amélioration étaient supérieurs aux aspects, disons, tâches inutiles. Là, apparemment,
depuis 2 ans, ça n'est plus le cas. Mais attention, les progressions technologiques elles-mêmes continuent, donc particulièrement les progressions dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi les progressions dans le domaine médical, les autres domaines scientifiques. Ça continue, mais ça n'a plus d'effets positifs importants, voire même plus d'effets positifs sur le bien-être et sur la durée de vie. Mmh. Et est-ce que tu as encore, quelque chose à rajouter justement sur, cette complexification ou est-ce que tu aimerais passer aux questions de fin? Je pense que non, j'ai dit, et encore une fois, c'est un domaine que j'espère explorer avec d'autres. Euh, Sauf qu'on pourrait dire que ce serait un peu paradoxal de passer beaucoup de temps à réfléchir est-ce qu'il est nécessaire de réfléchir moins ou de passer moins de temps à des tâches inutiles. C'est quelque chose que je me dis moi-même d'ailleurs, peut-être je vais faire mon autocritique, ou je sais pas, donc j'envoie plus de 50 courriels par jour et il y en a pas mal où je me dis en fait je devrais ne pas envoyer ce courriel et ne pas m'énerver. Voilà, donc j'aime bien, peut-être que tu as déjà vu cette petite image, c'était petite, il y a une personne qui s'énerve et puis il y a le compagnon de la personne ou quoi, qui dit tu dois pas t'énerver. Enfin, tu vois la personne qui s'énerve en disant je m'énerve parce que j'ai vu quelque chose qui n'était pas vrai sur Internet. Donc évidemment, la capacité, encore une fois, grâce à la communication, de passer absolument un temps absolument gigantesque, et c'est beaucoup plus facile que de faire des choses. Et donc, c'est pourquoi, pour moi, c'est important de passer aussi du temps à vraiment donner de l'argent et pour faire des expériences sur des rats et sur des souris et peut-être un jour sur des humains pour qu'ils puissent vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, favoriser la recherche là. Et tout ce qu'on dit ici, avec tout ton respect, c'est moins important que de progresser vraiment là-dessus. Mais d'un autre côté, oui, voilà. Voilà en quelques mots. Mmh. Et donc les questions de fin, c'est des questions beaucoup plus, globales sur la société, disons dans son ensemble. La première, c'est du coup, est-ce que tu penses que l'avenir, de façon vraiment, générale, sera mieux ou pire qu'aujourd'hui? Je dirais le moins probable, c'est que l'avenir soit assez similaire à aujourd'hui. Le plus probable, mais je suis moins optimiste aujourd'hui qu'il y a 2 ans, c'est que l'avenir soit vraiment extrêmement positif. Ça, grâce au fait que nous pourrions, enfin que la probabilité que nous trouvions des moyens pour ne plus mourir de vieillesse est importante, et grâce à l'ensemble des progrès technologiques qui permettent de ne plus avoir la nécessité de travailler et qui permettent de lutter contre les problèmes environnementaux. Mais la probabilité que les choses se passent extrêmement mal n'est pas du tout négligeable, avec, on va dire, cette probabilité qui pour moi était quelque chose d'extrêmement faible avant la période Covid, mais qui aujourd'hui apparaît comme une probabilité un peu plus, enfin, plus forte. C'est à un moment la marge de progrès s'inverse, on va dire, et puis ça se déglingue. Les risques liés au changement climatique et à l'ensemble des pollutions, ça c'est une deuxième catégorie. Troisième catégorie, les risques liés aux armes enfin, troisième catégorie plutôt, c'est tout ce qu'on appelle les risques existentiels. Et les risques existentiels, pour moi, il y a au moins 2 grandes sous-catégories qui sont tout ce qui est lié aux armes et à l'arme nucléaire, mais aussi des armes qui n'existent pas encore, et intelligence artificielle qui tournerait mal, c'est-à-dire pas nécessairement qui voudrait notre malheur, mais qui ne voudrait pas notre bonheur et qui nous détruirait ou qui nous ferait souffrir, on va dire, ça pourrait même être par erreur, quoi.
Voilà, donc je pense que l'inventivité humaine, la capacité à la résilience, le fait que nous ayons maintenant plus de connaissances que jamais auparavant, et ainsi de suite, ça nous mène plutôt à, à une probabilité plus forte du positif que du négatif, mais la probabilité du négatif est absolument non négligeable. Mhm. Et puis, justement, quand on parle de positif, est-ce que enfin, quand tu t'imagines justement une société ultra positive dans le futur, tu t'imagines quoi concrètement si tu devais, si tu étais Dieu et que tu devais redesigner ta société parfaite, quelle serait ton utopie comme ça? Donc alors, ben, je vais pas, enfin, je reviens en une phrase, donc ne plus mourir de maladies liées au vieillissement, ça c'est un. Mais donc avoir une société dans laquelle il n'est plus nécessaire de travailler, ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaillera plus, mais ça veut dire qu'on ne sera plus obligé à travailler. Et puis, il y a les questions extrêmement complexes de l'amélioration de notre capacité au bonheur, enfin, dans lequel il est envisageable de transformer notre cerveau, à, envisageable à terme plus loin encore probablement que la question de la longévité, et de nous rendre plus heureux. Mais ça pose des questions éthiques. Mais n'empêche, voilà. Tu me demandais dans un monde idéal, ce serait cela. Et alors, dans un monde idéal, mais qui est vraiment dans la science-fiction absolue aujourd'hui, ce serait que tous les êtres sentients euh, n'éprouvent plus de souffrance. Mais ça, c'est donc je renvoie pour ça à David Peirce, notamment l'idée de pouvoir transformer enfin, supprimer, on va dire, la souffrance animale. Ouais. Mhm. Et, Et ça, c'est euh, et donc, la dernière fois que je t'avais invité dans le podcast, c'était pour parler justement de tous ces, de de l'immortalité biologique. Et je t'avais déjà demandé du coup cette question, mais si tu avais l'humanité entière face à toi, que tu étais sur un ah grand ouais. podium Oui, comme ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Et du oui, coup, tu as deux défis parce que non seulement tu dois trouver quelque chose, non seulement ça doit être assez court, mais en plus ça doit être différent de la dernière fois. oui, oui. Bien, alors, eh bien, chers citoyens du monde, nous sommes aujourd'hui, l'humanité est dans une phase difficile. Vous êtes tous au courant de l'épidémie. Vous n'êtes peut-être pas tous au courant que malheureusement, il semble bien que la durée de vie aujourd'hui est en diminution partout. Mais pourtant, il y a bien des raisons d'espérer. Et parmi les raisons d'espérer, il y a les progrès technologiques, les progrès médicaux qui se poursuivent. C'est fondamental pour nous tous d'y passer plus de temps, de passer moins de temps à toutes ces tâches inutiles, tout ce que j'appellerais ici, mais en un mot, la bureaucratie, la complexification du monde, le temps que nous passons à toutes sortes de tâches qui ne sont pas utiles ni à vous, ni à moi, ni à personne. Donc c'est absolument fondamental de se rendre compte de ces enjeux à moyen terme, voire même peut-être à très court terme, de rendre la planète plus vivable, de poursuivre pour pouvoir vivre les uns et les autres beaucoup plus longtemps en bonne santé, de chercher des solutions pour nous rendre tous de moins en moins violents. Ça ne sera pas facile, mais c'est passionnant. Ok, excellent. Et finalement, si les gens ils veulent en savoir plus sur ces thèmes-là de la complexité, j'imagine que pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose de produit. Est-ce que toi, tu prévois
théoriser un petit peu tout ce qu'on vient de dire là, d'écrire un livre là-dessus ou comme ça, ou pas du tout? Donc un livre, non, un texte, oui. J'ai réalisé il y a quelques années un texte qui concernait déjà, on va dire, plutôt la complexification de la Belgique. Et je, donc, c'est un texte qui est disponible sur le site internet d'Etopia, mais je suis en même temps en train, ou plutôt, c'est possible, je suppose, de mettre le lien en, Je mettrai le lien du texte en description. voilà, de mettre, parce que je ne tombe pas immédiatement sur le titre de ce texte que j'avais réalisé. Mhm. Et puis, encore une fois, je serais extrêmement intéressé de lire d'autres, parce que c'est presque pas possible que peu de choses aient été, que rien n'ait été écrit sur ce sujet-là. Je serais particulièrement intéressé, et encore plus particulièrement intéressé, évidemment, sur pourquoi est-ce que les ralentissements les plus spectaculaires sont dans le domaine de la santé, parce que quand même, pour rappel, la première personne qui a vécu plus de 100 ans est décédée il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, la personne la plus âgée au monde n'a que 117 ou 118 ans. Ça change assez souvent. Voilà. Mhm. Et disons de façon plus globale, si les gens veulent retrouver un petit peu ce que tu fais Ah oui, pardon. Oui, et tout ça. oui. Donc alors là, en dehors des questions abordées aujourd'hui relatifs à la complexification du monde, le site de l'association HEALS, c'est HEALES.org, et le site de l'association française transhumaniste Technoprog peut notamment être atteint en faisant Technoprog, TECHNOPROG.org. Et donc là, vous avez évidemment des informations nombreuses et variées, et vous pouvez vous inscrire à deux lettres, à chaque fois une lettre électronique, la mort de la mort et la lettre mensuelle de l'AFT. Ok, super. Bah, je mettrai du coup tous ces liens dont tu as parlé en description si les gens veulent y accéder. Et puis, ben, merci beaucoup pour ce podcast et à très bientôt. Merci encore, Shaiman, pour organiser toutes ces discussions en ligne fort intéressantes, et bravo pour ton travail. Avec plaisir, merci à toi. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.